Lors de leur anniversaire, mes parents ont annoncé un voyage en Corse pour toute la famille. J'étais ravi, jusqu'à ce que mon père me dise que je restais pour garder les enfants. Ma réplique a stupéfié toute la table. Je m'appelle Élise Dubois. J'ai 32 ans. Il y a 3 semaines, mes parents se sont levés lors de leur dîner pour leur 40e anniversaire de mariage et ont annoncé à 30 invités, nous emmenons toute la famille en Corse la semaine prochaine pour une autre célébration. Tout le monde a applaudi. Ma sœur a poussé un cri d'excitation. J'ai souri, imaginant déjà les palmiers et la brise marine. Mes premières vraies vacances depuis des années. Puis j'ai commis l'erreur de poser une simple question. À quelle heure est notre vol ? Mon père m'a regardé comme si j'avais parlé une langue étrangère. Le sourire de ma mère s'est crispé. Et devant chaque invité dans cette pièce, mon père a dit, « Tu n'as pas besoin de le savoir, Élise. Tu ne fais pas partie de ce voyage. Quelqu'un doit rester pour s'occuper des enfants. » 30 pères Dieu. 30 témoins du moment où ma famille m'a dit que je n'étais pas vraiment de la famille. Mais voici ce qu'ils ne savaient pas. J'avais un secret. Un secret que je construisais depuis 3 ans. Et ce soir-là, j'ai décidé qu'il était enfin temps de l'utiliser. La famille Dubois vit dans une belle maison bourgeoise dans la banlieue de Lyon. 4 chambres, un garage double, une pelouse tondue à la perfection exigée par le syndic. Le genre de maison qui crie « Nous avons réussi » à quiconque passe devant. Mon père, Henri Dubois, a pris sa retraite il y a 3 ans de son poste de directeur d'agence dans une banque régionale. Ma mère, Patricia, n'a jamais eu d'emploi rémunéré de sa vie, mais elle vous dira qu'elle est plus occupée que n'importe quel PDG, présidant le comité des femmes de la paroisse, organisant des collectes de fonds de quartier, maintenant ce qu'elle appelle la réputation de notre famille. Puis il y a ma sœur, Manon, 3 ans de moins que moi, mariée à Damien Leclerc, un avocat d'affaires dans un cabinet du centre-ville dont elle glisse le nom dans chaque conversation. Ils ont 2 enfants, Olivier, 5 ans, et Sophie, 3 ans, et un tout nouvel Audi Q5 qui a toujours la meilleure place dans l'allée de nos parents. Ma Renault Clio, celle que je conduis depuis 10 ans, est garée dans la rue. Élise, déplace ta voiture, disait ma mère chaque fois que je venais. Damien arrive avec l'Audi, et les invités remarquent d'abord ce qui est dans l'allée. Je n'ai jamais remis cela en question. Je déplaçais simplement ma voiture. C'est le problème quand on est l'invisible de la famille. On finit par ne plus remarquer toutes les petites façons dont ils ont déjà décidé que vous ne comptez pas. La meilleure place de parking, le meilleur siège à table. La façon dont votre mère présente votre sœur aux invités par le titre professionnel de son mari. Tandis que vous êtes juste l'Élise, elle donne un coup de main. Je travaille comme comptable à temps partiel. Principalement pour des clients à distance. Horaire flexible, revenu modeste. Rien d'impressionnant selon les standards de la famille Dubois, mais je ne leur ai jamais parlé de l'autre chose que je fais. La chose que j'ai commencé il y a 3 ans après que ma vie se soit effondrée d'une autre manière. Je ne leur ai jamais dit que j'avais appris à voir. Laissez-moi vous dépeindre à quoi ressemble donner un coup de main dans la famille Dubois. Noël. J'arrive à 6 heures du matin pour commencer la dinde. Je mets la table avec la porcelaine de Limoges de ma mère. Le service que je n'ai pas le droit d'utiliser, seulement de laver. Je dispose les fleurs, polis l'argenterie, coordonne la cuisson de 7 plats d'accompagnement. Manon arrive à midi dans un pull en cachemire, embrasse tout le monde et s'assoit pour être servie. Les fêtes d'anniversaire de ma nièce et de mon neveu. Je suis la coordinatrice des animations, l'équipe de nettoyage et la babysitter de secours, tout en un. L'année dernière, j'ai passé 8 heures à organiser la fête sur le thème des dinosaures d'Olivier pendant que Manon se faisait faire une manucure parce qu'elle avait besoin d'une pause. La seule fois où j'ai demandé si, peut-être, juste peut-être, je pouvais sauter un événement familial parce que j'avais une échéance pour un client, la voix de ma mère est devenue glaciale. La famille passe avant tout, Élise. Nous faisons tous des sacrifices. Sauf que je suis la seule à en faire, semble-t-il. Le point de rupture vient par petits moments. Comme l'année où j'ai reçu mon cadeau de Noël, un tablier de cuisine avec l'inscription « Un meilleur tata du monde » en lettres pailletées. Manon me l'a offert. Elle a souri comme si elle avait fait quelque chose de prévenant. Je l'ai porté. Je l'ai porté à chaque fois que je venais pour cuisiner, nettoyer et garder les enfants. Voulez-vous savoir quand j'ai réalisé la vérité ?
cela m'a frappé un mardi soir ordinaire alors que je frottais la cocotte le creuset de ma mère après un énième dîner de famille. Je ne pouvais pas me souvenir de la dernière fois que quelqu'un m'avait invité quelque part sans s'attendre à ce que je travaille. Il y a 3 ans, ma vie s'est effondrée. Je sortais avec un homme nommé Julien depuis 4 ans. Nous parlions de mariage, d'enfants, d'un avenir. Puis un soir, il m'a assise et a prononcé les mots que je n'oublierai jamais. Je t'aime, Élise, mais je ne crois plus être amoureux de toi. Tu es juste là. Tu es toujours juste là. Toujours juste là. Comme un meuble, comme du papier peint. Après son départ, j'ai erré dans une boutique de prêteurs sur gages du centre-ville. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je cherchais quelque chose pour combler le vide. C'est là que je l'ai vu. Un appareil photo réflexe numérique Canon. D'occasion mais bien entretenu, étiqueté à 180 €. Je l'ai acheté avec de l'argent que j'aurais dû économiser. Je n'en ai parlé à personne. Cet appareil photo est devenu mon secret. J'ai commencé à photographier des choses que la plupart des gens ignorent. Des femmes âgées aux arrêts de bus. Les visages fatigués des agents d'entretien de nuit. Les mains calleuses d'un vendeur de rue. Des gens que la société regarde sans voir. De la même manière que ma famille me regarde sans me voir. J'ai appelé la série Femmes Invisibles. J'ai créé un compte Instagram anonyme. Pas de visage, pas de vrai nom, juste les photos. En 3 ans, j'ai rassemblé 12 000 abonnés. Des gens qui voyaient ce que je voyais, des gens qui comprenaient. Je gardais l'appareil photo enveloppé dans une vieille écharpe en cachemire au fond de mon placard. C'était la seule chose que j'avais jamais gardée pour moi. 3 semaines avant la fête d'anniversaire de mes parents, j'ai reçu un email que j'ai failli supprimer comme un spam. Il provenait d'une galerie à Nice, la galerie Horizon Marin, me demandant si je serais intéressé à discuter de mon travail. J'ai fixé cet email pendant 20 minutes avant de réaliser que mes mains tremblaient. Mais je n'ai pas répondu. Pas encore, parce que les bonnes choses n'arrivaient pas aux gens comme moi. Il y a une personne dans ma famille qui me voit vraiment. Elle s'appelle Hélène, et c'est la sœur cadette de ma mère. Tante Hélène est ce que ma mère appelle la déception de la famille. Elle ne s'est jamais mariée. Elle a suivi sa passion pour la céramique au lieu de trouver un vrai travail. Il y a 20 ans, elle a déménagé à Saint-Paul-de-Vence pour ouvrir un petit café avec un atelier de poterie à l'arrière. Ma mère ne lui a jamais pardonné. Hélène a gâché son potentiel, aime dire ma mère. Elle aurait pu avoir une belle vie, mais elle a choisi de jouer avec de l'argile. J'appelle tante Hélène tous les dimanches soirs depuis 7 ans. Ma mère ne le sait pas. C'est tante Hélène qui a vu mes photographies la première. Je lui en avais envoyé une, juste une, pour sonder le terrain, et sa réponse m'a fait pleurer. Élise, c'est extraordinaire. Tu as un don. Personne n'avait jamais qualifié quoi que ce soit que je faisais d'extraordinaire. C'est elle qui m'a encouragé à continuer à photographier, à continuer à poster. Et c'est elle qui, 3 semaines avant l'anniversaire de mes parents, a dit quelque chose qui a tout changé. Élise, j'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai envoyé le lien de ton Instagram à quelqu'un, un galeriste que je connais à Nice. Il s'appelle Marc Fournier. Il cherche des artistes émergents. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Tante Hélène, c'est la galerie qui m'a envoyé un email. Je sais, ma chérie. Il m'a dit qu'il voulait te parler d'une exposition personnelle. Silence, mon cœur battait la chamade. Mais c'est réel. C'est une vraie opportunité de carrière. Oui, ça l'est. Sa voix était douce mais ferme. Et tu le mérites. Tu n'as besoin de la permission de personne pour poursuivre ce que tu aimes. J'ai appris cette leçon tard. Tu n'as pas à le faire. Ce soir-là, j'ai répondu à l'email de Marc Fournier. Maintenant, laissez-moi vous emmener à la nuit qui a tout changé. Le 40e anniversaire de mariage de mes parents. Un jalon digne d'une fête, selon ma mère, ce qui signifiait 30 invités, un menu traiteur auquel j'assisterai pour économiser de l'argent, et une soirée pour célébrer les 4 décennies de mariage parfait des Dubois. La préparation a commencé une semaine avant. J'ai pris 3 jours de congé de mes clients comptables pour aider à l'installation. J'ai commandé des fleurs, des roses blanches et des pivoines selon les spécifications de ma mère. J'ai écrit à la main 60 cartons de table dans la calligraphie qu'elle exigeait.
J'ai coordonné avec le traiteur, repassé les nappes, poli les verres en cristal de baccarat qui avaient été un cadeau de mariage 40 ans plus tôt. Le jour de la fête, je suis arrivé à 7 heures du matin. Je portais un jean et un t-shirt parce qu'il ne servait à rien de bien m'habiller alors que je serais dans la cuisine pour les 10 prochaines heures. À 18 heures, la maison était parfaite. Des bougies brillaient sur chaque surface. La table à manger s'étendait dans le salon, dressée pour 30 personnes avec la plus belle porcelaine de ma mère. Je m'étais changé pour une simple robe noire. Rien d'extravagant, rien qui n'attirait l'attention. Élise. La voix de ma mère m'a surprise dans le couloir. Elle m'a regardé de haut en bas, en fronçant les sourcils. C'est ce que tu portes. C'est noir. Je pensais que c'était approprié. C'est passable, je suppose. Reste simplement en arrière-plan. Aujourd'hui, il s'agit de ton père et de moi. J'ai hoché la tête. Je hochais toujours la tête. Les invités ont commencé à arriver à 19 heures. Les hommes en veste de sport, les femmes en robe de cocktail, d'anciens collègues, des amis de la paroisse, des voisins dont les pelouses étaient aussi impeccables que la nôtre. 30 personnes qui pensaient connaître la famille Dubois. Aucune d'entre elles ne me connaissait vraiment. Et dans 3 heures, cela n'aurait plus d'importance. Manon est arrivée à 19h15, parfaitement à l'heure pour un impact maximal. Elle est entrée en trompe dans une robe portefeuille rouge, une robe de créateur, annonçait-elle à qui voulait l'entendre, avec Damien derrière elle dans un costume anthracite et leurs 2 enfants habillés comme des mannequins de catalogue. Ma mère s'est précipitée pour l'embrasser, s'exclamant sur sa beauté, sur l'élégance de Damien, sur la préciosité des petits-enfants. Je regardais depuis l'embrasure de la cuisine, tenant un plateau de bruschetta. Tout le monde, vous vous souvenez de ma fille Manon et de son mari Damien, a annoncé ma mère à la pièce. Damien est associé chez Leclerc et Associés. Ils l'ont nommé associé l'année dernière. Nous sommes si fiers. Applaudissements, sourires, félicitations. Ma mère n'a jamais mentionné que c'était moi qui avais fait la déclaration d'impôt de Damien pendant 3 ans, gratuitement, bien sûr. J'ai circulé avec les amuse-gueules, rempli les verres de vin, répondu aux questions des invités qui ne me reconnaissaient pas. Vous êtes avec le service traiteur, m'a demandé une femme en tendant la main vers un canapé au crabe. Avant que je puisse répondre, ma mère est apparue. Oh, c'est Élise, mon autre fille. Elle donne un coup de main ce soir. La femme a souri poliment et s'est détournée. Ma mère n'a pas remarqué. Elle ne remarquait jamais. À un moment donné, Damien s'est approché de moi avec Sophie se tortillant dans ses bras et Olivier tirant sur sa veste. Et, tu peux les prendre ? Manon et moi devons socialiser. Pas ça te dérangerait ? Pas merci, juste tu peux les prendre ? Comme si on me passait des bagages. Je les ai pris. Je leur ai donné à dîner dans la cuisine. J'ai essuyé le visage de Sophie quand elle a renversé du jus sur sa robe. J'ai raconté 3 histoires à Olivier pour l'empêcher de courir dans le salon et de perturber la fête. Quand je suis finalement réapparu, le dessert était servi. Je n'avais rien mangé de la journée. Personne n'avait pensé à me garder une assiette. L'annonce est venue à 21 heures, juste après que le tiramisu de ma mère ait été servi. Mon père s'est levé, tapotant son verre de champagne avec une fourchette. La pièce est devenue silencieuse. 30 visages se sont tournés vers lui avec des sourires expectatifs. Patricia et moi voulons vous remercier tous d'être ici ce soir, a-t-il commencé, sa voix chaude d'un charme répété. 40 ans de mariage, 4 décennies à construire cette famille, cette vie, ce foyer. Ma mère rayonnait à ses côtés. Manon a pris la main de Damien. Je me tenais près de l'embrasure de la cuisine, tenant toujours une assiette à dessert sale. Et pour célébrer cette étape importante, a poursuivi mon père, nous avons une annonce surprise. Il a fait une pause pour les faits. Les yeux de ma mère pétillaient. La semaine prochaine, nous emmenons toute la famille en Corse. Une semaine au Four Seasons à Murtoli, une deuxième célébration, juste les Dubois. La pièce a éclaté en murmures approbateurs. Comme c'est merveilleux. Quel cadeau. Vous le méritez bien. Manon a littéralement poussé un cri. Papa, c'est incroyable. Les enfants vont adorer. J'ai senti quelque chose se soulever dans ma poitrine. Toute la famille. Cela m'incluait, moi aussi.
pour une fois, je ne serai pas en train de cuisiner, nettoyer ou garder les enfants. Je serai réellement incluse. Je me suis avancé, me permettant un petit sourire. Ça a l'air incroyable. À quelle heure est notre vol? La question est restée en suspens. L'expression de mon père a changé. Il a jeté un coup d'œil à ma mère. Quelque chose est passé entre eux. Un regard que j'avais vu 1000 fois, mais que je n'avais jamais compris jusqu'à ce moment. Élise, dit-il lentement. Tu n'as pas besoin de connaître l'heure du vol. La pièce s'est tue. Pas le silence confortable de l'anticipation, mais le silence tendu de quelque chose qui ne va pas. Je ne comprends pas, me suis-je entendu dire. Mon père s'est raclé la gorge. Parce que tu ne viens pas. 30 perdieux. C'est le nombre de personnes qui ont regardé mon père me dire que je ne faisais pas partie des vacances familiales. Quelqu'un doit rester, a ajouté ma mère, comme si c'était la chose la plus logique au monde. Manon et Damien ont besoin de vraies vacances. Cela signifie que tu garderas les enfants. Mais ai-je commencé? Honnêtement, Élise, le ton de ma mère s'est durci. Tu n'as rien d'important à faire. Manon travaille dur. Elle mérite une pause. Manon travaille dur. Manon, qui n'avait pas eu d'emploi depuis la naissance d'Olivier. Manon, qui avait une nounou 3 jours par semaine et se plaignait encore d'être épuisée. C'est juste une semaine, a ajouté Damien, sans même me regarder. Les enfants t'adorent. Je suis resté là, dans ma simple robe noire, tenant une assiette sale, pendant que 30 personnes me regardaient être exclues de ma propre famille. Certains d'entre eux semblaient mal à l'aise. La plupart ont simplement détourné le regard. Une femme, je ne connaissais pas son nom, s'est penchée vers son mari et a chuchoté quelque chose. Il a hoché la tête. J'ai saisi les mots, la pauvre. Elle doit y être habituée. Le verre de champagne dans ma main tremblait. J'ai posé l'assiette, posé le verre, parce que je ne me faisais pas confiance pour ne pas les laisser tomber. Bien sûr, me suis-je entendu dire, je comprends. J'ai souri, le sourire que j'avais appris à porter après 32 ans à être celle qui aide, celle qui ne se plaint pas, celle qui est toujours juste là. Mais quelque chose à l'intérieur de moi s'était finalement fissuré. Pas brisé, fissuré, comme une faille sismique qui bouge avant un tremblement de terre. Je me suis excusé pour aller à la cuisine. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai fermé les yeux. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à élaborer un autre type de plan. La fête a continué sans moi. Bien sûr qu'elle a continué. Je suis resté dans la cuisine, lavant machinalement la vaisselle tandis que les rires et les conversations provenaient du salon. À un moment donné, Manon est apparue, sa robe rouge bruissant contre le cadre de la porte. « Élise, ne sois pas contrariée », a-t-elle dit en posant la main sur mon bras. Tu sais comment c'est. Damien et moi avons vraiment besoin de ce temps ensemble. Ça a été si stressant dernièrement avec les enfants. J'ai continué à laver. Je comprends. En plus, tu es si doué avec Olivier et Sophie. Ils remarqueront à peine notre absence. J'ai rincé un verre de champagne, les placé dans l'égouttoir, sans rien dire. Manon a soupiré comme elle le fait toujours quand elle pense que je suis difficile. Écoute, c'est juste une semaine et tu n'as pas de petit ami ou quoi que ce soit qui te retienne. Ton emploi du temps est flexible. Flexible. Ce mot encore. Comme si mon temps n'avait aucune valeur parce que je choisissais comment le dépenser. Damien a fait une liste, a-t-elle continué en sortant son téléphone. Leurs horaires, les allergies alimentaires. Sophie ne peut pas manger de fraises, tu te souviens? Et il y a ce nouveau truc avec l'oreille d'Olivier. Il pourrait avoir besoin de gouttes. Je te texterai tout. Elle n'a pas demandé si j'étais d'accord. Elle a simplement supposé. C'est à ce moment que Damien est apparu, desserrant sa cravate. Tout est réglé. Super. Nous partons tôt demain pour faire les valises. Manon, ta mère veut des photos avant que nous partions. Ils étaient partis avant que je puisse répondre. Non pas que je l'aurais fait. Non pas que je l'ai jamais fait. Mais alors que je me tenais là, seul dans la cuisine de ma mère, fixant la liste d'instructions que Manon venait de m'envoyer par SMS, une seule pensée s'est cristallisée dans mon esprit. Ils ne me voient pas comme une famille. Ils me voient comme du personnel, et le personnel peut démissionner.
Il était presque minuit quand j'ai trouvé les emails. Les derniers invités étaient enfin partis. Mes parents étaient allés se coucher, épuisés d'avoir accepté 40 ans de félicitations. J'étais seul dans le salon, pliant les nappes, quand j'ai réalisé que je devais envoyer un fichier à un client dont j'avais repoussé l'échéance pour cette fête. Mon ordinateur portable était à la maison. Celui de ma mère était sur le comptoir de la cuisine. Elle ne m'en voudra pas, me suis-je dit. Elle m'avait emprunté mes affaires 1000 fois sans demander. J'ai ouvert l'ordinateur portable. Safari était déjà lancé. Et là, c'était le Gmail de ma mère, toujours connecté. J'aurais dû fermer immédiatement. J'aurais dû me mêler de mes affaires, mais j'ai vu mon nom dans l'objet d'un fil de discussion récent. Organisation Corse, situation Élise. Mon doigt a plané au-dessus du trackpad. Je savais que je ne devrais pas. Je savais que ce que je trouverais me ferait mal. J'ai cliqué quand même. La discussion était entre ma mère et Manon, commencée une semaine avant la fête. De Patricia Dubois à Manon Leclerc. Garde Élise ici pour surveiller les enfants. Elle n'a rien d'important à faire de toute façon. Damien avait raison. C'est comme avoir de l'aide gratuite. Elle devrait être reconnaissante que nous lui donnions quelque chose à faire. Et la réponse de Manon, totalement d'accord, maman. Elle se sentira probablement utile pour une fois. C'est un peu triste, honnêtement, mais au moins ça nous arrange. J'ai lu ces mots 3 fois pour être sûr de les comprendre. Aide gratuite. Elle devrait être reconnaissante. Un peu triste. J'ai fait des captures d'écran. Je me les suis envoyées par email. J'ai supprimé mon email du dossier des messages envoyés et j'ai effacé l'historique du navigateur. Puis je me suis assise dans la cuisine sombre de ma mère, dans la maison où j'avais grandi, et je me suis enfin autorisé à comprendre exactement ce que j'étais pour eux. Je suis rentré chez moi à 1h du matin, à travers les rues vides. Mon appartement était petit, un 2 pièces dans un immeuble qui n'avait pas été rénové depuis les années 90. Moquette beige, mur blanc, des meubles que j'avais achetés d'occasion. Ma mère l'avait qualifié de déprimant la seule fois où elle était venue, mais c'était le mien, le seul espace où je pouvais respirer. Je suis resté assise dans le noir pendant un long moment, fixant mon téléphone. L'email de Marc Fournier brillait sur l'écran, celui auquel j'avais répondu mais que je n'avais jamais suivi. Nous avions échangé quelques messages sur une rencontre potentielle. Il voulait voir mon portfolio complet en personne. Il était enthousiasmé par la série. Je pouvais y aller. Je pouvais vraiment y aller. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la seule personne qui comprendrait. Tante Hélène a répondu à la 2e sonnerie. Même s'il était plus de minuit. Élise, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai tout raconté. L'annonce, l'humiliation, les emails. Ma voix s'est brisée une seule fois quand j'ai lu à voix haute les mots aide gratuite. Quand j'ai fini, il y a eu un silence sur la ligne. Puis tante Hélène a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Élise, j'ai une chambre d'amis au-dessus du café. J'ai besoin d'aide pour le service du matin de toute façon. Et cette galerie? C'est à 20 minutes de chez moi. Tante Hélène, je ne peux pas simplement. Si, tu peux. Tu peux partir. Tu peux te choisir pour une fois. La seule personne qui t'en empêche, c'est toi. J'ai raccroché à 2h du matin. À 6h, j'avais commencé à faire mes valises. 3 valises, mon matériel photo, mon ordinateur portable, l'écharpe en cachemire qui avait enveloppé mon Canon. Pendant 3 ans, j'avais laissé derrière moi le tablier de meilleur tata du monde. Pour la première fois en 32 ans, je me choisissais. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà eu à choisir entre votre famille et vous-même? Vous êtes-vous déjà trouvé à un carrefour où rester signifiait perdre qui vous étiez? Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez. Resteriez-vous pour endurer, ou partiriez-vous? Et si cette histoire vous touche, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand je leur ai dit que je partais. 2 jours avant le voyage de ma famille en Corse, je suis allé chez mes parents une dernière fois. Ma mère était dans le salon, coordonnant les tenues pour les vacances. Manon était assise sur le canapé, faisant défiler les avis sur les hôtels. Damien était quelque part à l'étage, probablement en appel professionnel. Mon père lisait le journal dans son fauteuil, comme il le faisait toujours,
présent de corps, absent d'esprit. Je dois vous dire quelque chose, ai-je dit depuis l'embrasure de la porte. Ma mère a à peine levé les yeux. Si c'est à propos de l'emploi du temps des enfants, Manon te l'a déjà envoyé. Ce n'est pas à propos de ça. J'ai stabilisé ma voix. Je ne vais pas garder les enfants. Je ne serai pas disponible. Cela a attiré leur attention. La tête de Manon s'est relevée d'un coup. Les mains de ma mère se sont figées sur une pile de robes d'été. Comment ça, pas disponible, a demandé ma mère. J'ai une opportunité de travail sur la Côte d'Azur. Je pars demain. La Côte d'Azur? Mon père a baissé son journal. Quel genre d'opportunité de travail? C'est professionnel. Quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps. Je ne leur devais pas les détails. Je ne leur devais rien. Le visage de Manon s'est tordu. Élise, tu ne peux pas être sérieuse. Je compte sur toi. Nous avons tout organisé en fonction de ça. Vous avez tout organisé en fonction de moi sans me le demander, ai-je dit calmement. Je n'annule pas ma vie parce que vous avez supposé que je n'en avais pas. Le silence était assourdissant. Puis ma mère s'est levée, sa voix froide comme un jour de janvier. C'est incroyablement égoïste, Élise. Manon a besoin de ton aide. La famille passe avant tout. La famille passe avant tout, ai-je répété. Sauf quand il s'agit de m'inviter en Corse. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Pour une fois, Patricia Dubois n'avait rien à dire. Mon père s'est raclé la gorge. Si tu pars, ne t'attends pas à ce que nous t'accueillions à bras ouverts. Je comprends, ai-je dit. Et pour la première fois, je le pensais vraiment. Les 24 heures suivantes ont été un cours magistral de manipulation émotionnelle. Ma mère a appelé 6 fois. Chaque message vocal était plus dramatique que le précédent. Tu déchires cette famille, Élise. J'espère que tu pourras vivre avec ça. Ton père est dévasté. Il a à peine dîné. Manon a pleuré toute la soirée. Les enfants n'arrêtaient pas de demander où Tati Élise allait. Manon a adopté une approche différente. La vulnérabilité armée. Élise, je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça. Je suis ta sœur. Tu ne te soucies pas du tout de nous? Et puis le SMS qui a failli me briser. Tu vas finir seule, tu sais, comme tante Hélène. C'est ça que tu veux. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Comme tante Hélène. Il le disait comme une insulte. Il voulait me faire peur. Mais tante Hélène avait sa propre entreprise, son propre art, sa propre vie construite selon ses propres termes. Tante Hélène était heureuse. Peut-être que finir comme tante Hélène n'était pas une menace. Peut-être que c'était une promesse. J'ai éteint mon téléphone. La dernière chose que j'ai faite avant de quitter Lyon a été de traverser mon appartement vide. 3 valises près de la porte. Tout le reste resterait derrière. Le canapé d'occasion, la moquette beige, la vie que j'avais vécue pour tout le monde sauf moi. J'ai scotché ma clé de rechange sur une enveloppe et l'ai glissée sous la porte de mon propriétaire. Bail mensuel, payé jusqu'à fin janvier, une rupture nette. J'ai chargé ma voiture alors que le soleil se levait. Ma Renault Clio, 10 ans et toujours aussi fiable, la même voiture dont ma mère avait eu honte pendant des années. Elle allait me transporter vers une nouvelle vie. Je n'ai pas regardé en arrière en m'éloignant du trottoir. Le trajet de Lyon à Saint-Paul-de-Vence prend environ 6 heures si on force. Je n'ai pas forcé. J'ai pris mon temps, m'arrêtant dans des villages, mangeant dans des auberges où personne ne connaissait mon nom. Quelque part en Provence, je me suis arrêté sur une aire de repos et je suis resté assise là, à regarder le coucher de soleil peindre le paysage dans des tons d'or et de rose. Je l'ai photographié. Ma première photo en tant que femme libre. Au bout de quelques heures, mon téléphone a vibré avec un SMS de Manon. Je l'avais rallumé pour vérifier l'itinéraire. Maman dit que si tu n'es pas à la maison quand on rentrera de Corse, tu es morte pour elle. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé. Elle agissait déjà comme si j'étais morte de toute façon. Au moins maintenant, je serai vivante ailleurs. Plus tard, j'ai appelé tante Hélène depuis une station-service. J'arrive dans 1 heure environ, ai-je dit. Ta chambre est prête. Drap frais, vue sur la mer, et Marc veut te rencontrer demain après-midi si tu es d'attaque.
Mon estomac s'est noué. Demain? C'est si rapide. Élise. Sa voix était chaude. Certaine. Tu attends ça depuis 3 ans. Ce n'est pas rapide. C'est enfin. Quand je suis arrivé sur la Côte d'Azur, quelque chose a changé en moi. La Méditerranée est apparue sur ma gauche, vaste et infinie et bleue. J'ai baissé ma vitre et j'ai respiré l'air salin pour la première fois de ma vie. J'ai pleuré alors, pas de tristesse, de soulagement, de la sensation écrasante de possibilités. À 19h ce soir-là, je me suis garé devant la tasse en céramique, le café et l'atelier de poterie de tante Hélène à Saint-Paul-de-Vence. Elle attendait sur le porche, les bras ouverts. Bienvenue à la maison, a-t-elle dit, et pour la première fois en 32 ans, un endroit m'a vraiment semblé être un foyer. Saint-Paul-de-Vence est le genre d'endroit qui ne semble pas réel au début. Des maisons de village en pierre, des galeries d'art à chaque coin de rue, une brume marine qui flotte à travers les cyprès. Toute la ville ressemblait à une peinture que quelqu'un avait rêvée. Le café de tante Hélène se trouvait dans une rue calme à 2 pas des remparts. La tasse en céramique, une enseigne peinte à la main, des volets bleus, des jardinières débordant de lavande. L'atelier de poterie occupait la moitié arrière du bâtiment, où elle donnait des cours et vendait ses œuvres aux touristes qui entraient pour un café. Ma chambre était à l'étage, petite mais lumineuse, un lit avec une couette blanche, un bureau près de la fenêtre, et une vue sur la mer qui me serrait la poitrine avec quelque chose que je ne pouvais nommer. Tu feras le service du matin, m'a expliqué tante Hélène au dîner ce premier soir. De 6h à midi. Après ça, ton temps est à toi. Je ne sais pas comment te remercier pour ça. Elle a fait un geste de la main. Ne me remercie pas, construis juste quelque chose. C'est un paiement suffisant. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube. J'ai noué un tablier, pas celui de la meilleure tata du monde que j'avais laissé derrière moi. Juste un simple tablier en toile avec la tasse en céramique brodée en fil bleu, et j'ai appris à faire du café filtre. Les clients allaient et venaient. Des habitants qui connaissaient Hélène par son nom. Des touristes charmés par les scones faits maison. Je prenais les commandes, nettoyais les tables, discutais avec des inconnus qui n'avaient aucune idée que j'avais fui toute ma vie 5 jours plus tôt. À midi, j'avais gagné 37 € de pourboire. J'avais souri plus qu'en des mois. Et à 14h, j'avais rendez-vous à la galerie Horizon Marin. Je me suis douché, j'ai enfilé la plus belle robe que je possédais, et j'ai marché 3 rues pour rencontrer l'homme qui pourrait tout changer. Marc Fournier ne ressemblait en rien à ce que j'attendais. J'avais imaginé quelqu'un d'intimidant, cheveux gominés, costume de marque, le genre de galeriste qui fait que les artistes se sentent petits. Au lieu de cela, l'homme qui m'a accueilli à la galerie Horizon Marin était grand et buriné, avec des cheveux argentés et des yeux bienveillants. Il portait une chemise en lin, les manches retroussées, et souriait comme si nous étions déjà amis. Élise Dubois, dit-il en me serrant la main. Hélène m'a beaucoup parlé de vous, mais le travail parle de lui-même. Il m'a fait visiter la galerie. Murs blancs, lumière naturelle, des photographies et des peintures exposées avec une précision minutieuse. C'était un endroit sérieux, un endroit où l'art comptait. J'ai regardé votre Instagram en détail, a poursuivi Marc. La série Femmes invisibles est extraordinaire. Il y a une vérité dans ces images que la plupart des photographes passent des décennies à essayer de capturer. Je ne savais pas quoi dire. Je n'avais jamais entendu personne décrire mon travail de cette façon. Celle-ci. Il s'est arrêté devant un grand écran affichant mon portfolio. À l'écran se trouvait une photographie que j'avais prise il y a 2 ans. Une femme âgée attendant seule à un arrêt de bus. Son visage une carte de rides et de dignité tranquille. C'est celle qui m'a poussé à vous contacter. Il y a quelque chose dans ses yeux. De la patience peut-être, ou de la résignation. C'est déchirant. Elle attendait un bus qui était en retard, ai-je dit doucement. Elle était là depuis 40 minutes. Personne ne s'est arrêté pour l'aider. Marc a hoché la tête lentement. Vous voyez les gens, Élise. Vraiment. Vous les voyez. C'est un don. Il s'est tourné vers moi et ses mots suivants ont eu l'effet d'une clé tournant dans une serrure. J'aimerais vous offrir une exposition personnelle. 15 œuvres, vernissage dans 6 semaines. Nous couvrirons l'impression, l'encadrement et le marketing. Vous gardez 60% de toutes les ventes. J'ai signé le contrat un mardi après-midi,
assise au bureau de Marc avec la lumière du soleil entrant par les fenêtres de la galerie. Le document était simple. 15 photographies, vernissage prévu pour fin août. La galerie Horizon Marin prendrait en charge les coûts de production, l'impression, l'encadrement, l'installation, les supports marketing. Je recevrai 60% de tous les revenus des ventes, la galerie conservant 40% de commission. Termes standards, m'a assuré Marc. Termes équitables. Mais en lisant les pages, mes mains ont commencé à trembler. Prenez votre temps, a dit Marc doucement. C'est une grande étape. Ce n'étaient pas les termes commerciaux qui me submergeaient. C'était de voir mon nom imprimé en caractères officiels. Artiste Élise Dubois. Un document légal reconnaissant que mon travail avait de la valeur, que j'avais de la valeur. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais fait les déclarations d'impôts de ma famille sans reconnaissance, toutes les fêtes que j'avais organisées sans remerciement, toutes les heures passées à m'occuper d'enfants qui grandiraient sans jamais savoir tout ce que je leur avais donné. Pas une seule fois mon nom n'était apparu sur quoi que ce soit qui célébrait ma contribution, jusqu'à maintenant. Le titre de l'exposition, a dit Marc, en montrant une ligne vers le bas. J'aimerais votre approbation. Nous proposons aux femmes invisibles, portrait des oubliés au point. Femmes invisibles. C'est parfait, ai-je murmuré. J'ai signé mon nom sur la ligne. Marc a contresigné en tant que témoin. Le document a été certifié par son assistante, une jeune femme nommée Julie, qui a tamponné les pages avec une précision officielle. Quand ce fut terminé, Marc m'a tendu ma copie. Félicitations, Élise. Vous êtes officiellement une artiste représentée. Je suis sorti de cette galerie en tenant le contrat contre ma poitrine. Preuve physique que je n'étais pas rien, que je n'avais jamais été rien. Pendant 3 ans, j'avais construit quelque chose dans l'ombre. Maintenant, enfin, cela allait entrer dans la lumière. Pendant que je construisais ma nouvelle vie sur la Côte d'Azur, ma famille découvrait ce que mon absence signifiait réellement. Je n'ai pas assisté à ces événements de première main, bien sûr. J'en ai entendu parler plus tard, reconstitué à partir de messages vocaux, de SMS et d'un appel téléphonique très gênant de mon père. Apparemment, la Corse a été un désastre. Sans moi pour faire du babysitting, Manon et Damien n'ont pas pu profiter d'un seul dîner pour adultes. Olivier a fait une crise de colère sur la plage parce que personne n'avait pensé à emporter son seau spécial pour les châteaux de sable, quelque chose dont je me souvenais toujours. Sophie a développé une otite le 3e jour, et personne ne pouvait trouver le numéro du pédiatre parce que j'avais toujours été celle qui gardait une trace des informations médicales. Ma mère a passé la plupart du voyage à se plaindre que le personnel de l'hôtel n'était pas aussi attentif que prévu. Elle a appelé le concierge 3 fois pour se plaindre du service de couverture. Elle a renvoyé son cocktail 2 fois. Ce n'est pas relaxant du tout, aurait-elle dit. Qui a organisé ce voyage? Mon père, sagement, ne lui a pas rappelé que c'était elle qui l'avait organisé. Les SMS ont commencé à arriver le 4e jour. Élise, où sont les carnets de santé des enfants? Élise, quelle est la routine du coucher d'Olivier? Il ne veut pas dormir. Élise, le restaurant n'a pas de menu enfant. Qu'est-ce qu'il pourrait manger? Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à imprimer des épreuves dans un laboratoire photo à Nice, à choisir des cadres et à rencontrer une journaliste du magazine Azur Prestige qui voulait m'interviewer. Mais voici le truc avec l'absence. Elle apprend aux gens ce qu'ils prenaient pour acquis. Le 6e jour de leurs vacances en Corse, Manon a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a cherché mon nom sur Google, et pour la première fois, elle a trouvé autre chose qu'une page blanche. 6 semaines plus tard, je me tenais au centre de la galerie Horizon Marin et je n'arrivais pas à croire que c'était réel. 15 de mes photographies étaient accrochées au mur, chacune imprimée en grand format et encadrée simplement en noir. La galerie brillait d'une lumière douce. Un quatuor à cordes jouait dans un coin. L'idée de Marc, pas la mienne. Un barman en chemise blanche impeccable servait du champagne. 50 invités se déplaçaient dans l'espace. Des artistes locaux que j'avais rencontrés par l'intermédiaire de tante Hélène. Des collectionneurs que Marc avait invités, une journaliste du magazine Azur Prestige, prenant déjà des notes. Des gens qui étaient venus spécifiquement pour voir mon travail sur les murs d'une galerie avec des étiquettes de prix qui me donnaient le vertige. Je portais une robe bleu marine, simple, élégante, rien qui ne criait pour attirer l'attention. Mes cheveux étaient lâchés pour une fois.
J'avais même mis du rouge à lèvres, chose que je faisais rarement. Tante Hélène est apparue à mes côtés, me tendant un verre de champagne. « Comment te sens-tu » ? Terrifié, ai-je admis. Et si personne n'achète rien ? Quelqu'un l'a déjà fait. Elle a hoché la tête en direction d'une femme en perles, examinant la pièce maîtresse de mon exposition, la photo de l'arrêt de bus, celle qui avait attiré l'attention de Marc. Un petit point rouge était apparu sur le cartel à côté. C'est Madame Pélissier. Elle possède la moitié de l'art du département. Elle vient d'acheter cette pièce pour 3000 €. 3000 € pour quelque chose que j'avais créé. Élise. Marc s'est approché, un large sourire aux lèvres. Je veux te présenter à quelqu'un du magazine. Ils envisagent de te mettre en couverture le mois prochain. En couverture. Couverture de magazine. Mon visage, mon nom, mon histoire, tout ça imprimé. J'étais à mi-chemin de cette présentation quand la porte de la galerie s'est ouverte et que mon monde a basculé. Manon et Damien sont entrés, encore bronzés de Corse. Ils semblaient complètement déplacés. Manon portait une robe d'été à fleurs plus adaptée à un brunch sur la plage qu'à un vernissage. Damien tenait son téléphone, fronçant déjà les sourcils à quelque chose sur l'écran. Ils ont tous les deux balayé la pièce avec des expressions que je connaissais bien, le regard que ma famille portait chaque fois qu'elle rencontrait quelque chose qui dépassait sa compréhension. Puis Manon m'a vu. Élise. Elle s'est précipitée vers moi, les bras tendus, comme si nous nous retrouvions après une longue séparation qu'elle avait redoutée. Oh mon Dieu, nous étions si inquiets pour toi. 50 invités se sont tournés pour regarder. Le quatuor à cordes a hésité une demi-seconde avant de continuer. Manon, j'ai gardé ma voix calme. C'est inattendu. Nous devions venir. Ses yeux étaient grands. Sincères. Nous sommes arrivés hier. Maman a trouvé ton Instagram. Elle a appelé tout le monde pour essayer de te retrouver. Damien est apparu derrière elle, me saluant de la tête comme si nous étions des associés. Élise, bel endroit. C'est une galerie, ai-je dit. Mon vernissage, en fait. Manon a cligné des yeux, découvrant pour la première fois les photographies sur les murs. Découvrant les invités, le champagne, les étiquettes de prix. Tu as fait tout ça ? Sa voix était sincèrement confuse. Depuis quand tu fais ça ? Depuis 3 ans. Tu ne m'as jamais demandé ce que je faisais de mon temps libre. Tante Hélène s'est matérialisée à mon coude, un mur de soutien silencieux. De l'autre côté de la pièce, Marc observait attentivement, prêt à intervenir si nécessaire. Manon s'est penchée plus près, baissant la voix. Élise, j'ai une nouvelle. Je suis de nouveau enceinte. Le numéro 3. Et j'ai vraiment besoin que tu rentres à la maison. Le travail de Damien est fou en ce moment. Maman n'aide pas avec les enfants. J'ai besoin de toi. C'était ça. Pas des excuses, pas des félicitations pour l'exposition. Juste un besoin. Toujours. Toujours leur besoin. Les mots flottaient dans l'air entre nous. J'ai besoin de toi. Combien de fois avais-je entendu cette phrase ? Combien de fois avais-je tout laissé tomber, réarrangé ma vie, me suis-je faite assez petite pour tenir dans l'espace qu'ils avaient creusé pour moi ? Manon, dis-je doucement, je suis en plein milieu de mon vernissage. Je sais, et c'est charmant. Vraiment. Elle a agité la main vers l'œuvre de ma vie comme si c'était un passe-temps mignon. Mais nous pourrons en parler plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin de savoir quand tu reviens. Elle ne revient pas. La voix de tante Hélène a tranché comme une lame. Elle vit ici maintenant. Damien s'est avancé, l'irritation vacillant sur son visage. Avec tout le respect que je vous dois, Hélène, ce sont des affaires de famille. Affaires de famille ? Tante Hélène a ri. Un rire court et sec. Vous voulez dire la famille qui l'a désinvitée de vacances et l'a qualifiée d'être gratuite dans des emails qu'elle n'était pas censée voir ? Manon est devenue blême. Autour de nous, les invités avaient cessé de faire semblant de ne pas écouter. La journaliste du magazine Azur Prestige, j'ai remarqué que son stylo bougeait rapidement sur son carnet. Ce n'est pas. Nous ne le pensions pas comme ça, a balbutié Manon. Comment le pensiez-vous, exactement ? Cela venait de Madame Pélissier, la collectionneuse qui venait d'acheter ma photographie.
Elle se tenait à proximité, champagne à la main, observant la scène avec un intérêt non dissimulé. « Je suis désolé, » a dit Damien sèchement. « Qui êtes-vous ? » Quelqu'un qui vient de payer 3000 € pour l'art de cette jeune femme. Madame Pélissier a hoché la tête en direction de ma photo de l'arrêt de bus. Et quelqu'un qui est très curieux de savoir pourquoi sa famille semble penser qu'elle devrait abandonner sa carrière pour être une baby-sitter. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Manon m'a regardé, le désespoir dans les yeux. « Élise, s'il te plaît, parlons en privé. Laissez-moi faire une pause ici une seconde. Si votre famille se présentait à la soirée la plus importante de votre vie, non pas pour célébrer, mais pour vous ramener à une vie où vous n'existiez pas, que diriez-vous ? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux vraiment savoir. Et si vous voulez entendre la suite, assurez-vous d'être abonné pour ne rien manquer. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que j'ai dit. Je ne me suis pas retiré dans un coin. Pendant 32 ans, je m'étais faite petite. J'avais chuchoté, accommodé, disparu. Pas ce soir. Je me suis avancé au centre de ma propre exposition et j'ai parlé assez clairement pour que tout le monde entende. Manon, je comprends que tu es enceinte. Félicitations, sincèrement, mais je ne reviendrai pas à Lyon pour être ta garde d'enfant. Élise. Je n'ai pas fini. Ma voix n'a pas vacillé. Tu peux engager une nounou. Tu peux en engager 2. Damien gagne assez bien chez Leclerc et Associés, et tu n'as jamais eu de mal à dépenser de l'argent avant. Ce que tu ne peux pas faire, c'est m'engager, parce que je n'ai jamais été payé. La bouche de Manon s'est ouverte, puis s'est refermée. Autour de nous, je pouvais sentir les invités de la galerie se pencher. Ce n'est pas un passe-temps, ai-je poursuivi en désignant les murs. C'est mon travail. Je construis ça depuis 3 ans pendant que tout le monde dans notre famille supposait que je n'avais rien d'important à faire. Et juste pour que ce soit clair, j'ai montré la photographie que Madame Pélissier avait achetée. Cette pièce vient de se vendre 3000 €. Ce soir, j'ai vendu 4 pièces pour un total de 8000 €. Mon travail a de la valeur. J'ai de la valeur, et je ne vais pas jeter ça pour redevenir de l'aide gratuite. Silence. Silence absolu. Damien a toussé, mal à l'aise. Les yeux de Manon se remplissaient de larmes. De vraies larmes cette fois, pensais-je, pas le genre théâtral. Puis Marc a commencé à applaudir. Tante Hélène l'a rejoint. Madame Pélissier a levé son verre de champagne dans un toast silencieux. Un par un, les autres invités ont suivi. Des applaudissements ont parcouru la galerie. Pas pour mes photographies, pour moi. Pour le moment où je me suis enfin levé et où j'ai dit « ça suffit ». Je n'ai pas souri triomphalement. Je ne me suis pas réjoui. J'ai simplement regardé ma sœur et j'ai dit « j'espère que ta grossesse se passera bien ». Sincèrement. Puis je me suis retourné et je suis parti. La porte de la galerie s'est rouverte 20 minutes plus tard. J'étais en pleine conversation avec la journaliste du magazine Azur Prestige quand je les ai vus. Mes parents, debout à l'entrée comme s'ils s'étaient matérialisés d'un cauchemar. Ma mère portait son trench Burberry, celui qu'elle gardait pour les grandes occasions. Mon père se tenait derrière elle en blazer, l'air mal à l'aise et déplacé. Ils ont balayé la pièce du regard jusqu'à ce que leurs yeux me trouvent. Patricia Dubois a traversé ma galerie comme si elle en était propriétaire. Élise. Sa voix portait le même ton qu'elle utilisait quand j'avais 8 ans et que j'avais sali ses sols propres avec de la boue. Nous devons parler. La journaliste a haussé un sourcil. Je me suis excusé et je me suis déplacé pour intercepter mes parents avant qu'ils ne puissent faire plus de scandale. Vous avez fait tout ce chemin, ai-je dit d'un ton neutre. Bien sûr que nous l'avons fait. Tu as disparu. Tu as quitté ta famille quand nous avions le plus besoin de toi. La voix de ma mère tremblait d'une indignation vertueuse. Et maintenant je te trouve ici, jouant à l'artiste pendant que ta sœur est enceinte et en difficulté. Manon est enceinte et riche, ai-je corrigé. Elle n'est pas en difficulté. Elle est incommodée. Ne sois pas cruelle, Élise. Ce n'est pas toi. Tu as raison. J'ai pris une grande inspiration. Ce n'est pas la moi que vous vouliez. La moi sur laquelle vous pouviez compter pour faire tout ce que vous demandiez. Mais cette Élise-là n'a jamais été vue, maman. Elle a juste été utilisée. Mon père s'est raclé la gorge.
Élise, ta mère essaie de dire. Je sais ce qu'elle essaie de dire, papa. Je l'ai entendu toute ma vie. La famille d'abord. Fais des sacrifices. Ne sois pas égoïste. J'ai rencontré son regard. Mais je ne faisais pas partie du voyage familial en Corse. Tu te souviens? Alors, qu'est-ce que c'est? Suis-je de la famille ou pas? Aucun d'eux n'avait de réponse. Ma mère a été la première à se reprendre. La Corse n'était qu'un voyage, a-t-elle dit avec dédain. Tu exagères. Quelqu'un devait rester avec les enfants. Quelqu'un, ai-je répété. Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Parce que tu as le temps. Tu n'as pas de mari. Tu n'as pas d'enfant. Que ferais-tu d'autre? Je m'étais demandé si j'utiliserais un jour ces captures d'écran. Une partie de moi avait espéré ne jamais avoir à le faire. Mais debout là, dans ma galerie, entouré de mon travail et de mes témoins, j'ai réalisé que certaines vérités doivent être dites à voix haute. J'ai sorti mon téléphone. Laissez-moi vous lire quelque chose, ai-je dit, ma voix stable. C'est un email que tu as envoyé à Manon avant la fête d'anniversaire. Le visage de ma mère est devenu blanc. Garde Élise ici pour surveiller les enfants. Elle n'a rien d'important à faire de toute façon. C'est comme avoir de l'aide gratuite. Elle devrait être reconnaissante que nous lui donnions quelque chose à faire. La galerie était de nouveau silencieuse. Je pouvais sentir tous les yeux sur nous. Et Manon a répondu, ai-je continué. Elle se sentira probablement utile pour une fois. C'est un peu triste. Manon, debout à quelques mètres, avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse. Élise, a commencé mon père. Où as-tu? Peu importe où je l'ai trouvé. Ce qui compte, c'est que vous l'avez écrit. J'ai baissé mon téléphone. Je ne lis pas ça pour embarrasser qui que ce soit. Je le lis pour que vous compreniez pourquoi je suis parti. Vous ne me voyez pas comme une famille. Vous me voyez comme du personnel. Et le personnel a le droit de démissionner. La bouche de ma mère s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. Pour la première fois de ma vie, Patricia Dubois était sans voix. La journaliste du magazine Azur Prestige écrivait toujours. C'est Damien qui a craqué le premier. C'est ridicule, a-t-il lâché en s'avançant. Élise, tu fais une scène pour rien. Alors ta famille t'a demandé de faire du babysitting. La belle affaire. C'est ce que font les familles. Tout le monde n'a pas la chance de s'enfuir et de faire semblant d'être une artiste. Faire semblant? La voix de Madame Pellissier a traversé la pièce comme de la glace. Je viens de dépenser 3000 € pour son travail. Je ne paie pas ce genre d'argent pour du semblant. Damien s'est tourné, son sang-froid d'avocat se fissurant. Avec respect, madame, vous ne connaissez pas cette famille. C'est entre nous. En fait, je sais exactement ce que j'ai besoin de savoir. Madame Pellissier a posé son verre de champagne. Je sais que cette jeune femme a passé des années à photographier des gens que la société ignore, et je sais que sa propre famille l'a traité exactement de la même manière. Un murmure a parcouru la galerie. Les invités regardaient ouvertement maintenant. Le genre d'attention que ma mère avait toujours désiré, mais pas comme ça. Jamais comme ça. Ma mère a tenté de sauver la situation. C'est un malentendu. Des blagues de famille sont prises hors de leur contexte. Une blague? Une autre voix. Une femme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés et au visage bienveillant. Je lui avais vendu une photographie plus tôt dans la soirée. Dire à votre fille qu'elle n'a rien d'important à faire. L'appeler de l'aide gratuite. Qu'y a-t-il de drôle là-dedans? Plus de murmures, plus de jugement. Le capital social que ma mère avait passé des décennies à accumuler s'évaporait en temps réel. Je pense, a dit doucement tante Hélène, qu'il est peut-être temps pour vous de partir. Le visage de ma mère est devenu écarlate. Mon père lui a pris le bras. Manon pleurait maintenant. De vraies larmes d'humiliation. Damien se tenait figé, comprenant enfin que ces tactiques de prétoire ne signifiaient rien ici. Élise, a dit ma mère, la voix tremblante. Tu le regretteras. Non, ai-je dit doucement. Vraiment pas. Ma mère est partie la première. Elle a tourné les talons sans un mot de plus, entraînant mon père derrière elle.
La porte de la galerie s'est refermée avec un clic doux qui a pourtant résonné plus fort qu'un claquement. Manon est restée, le mascara coulant, les bras enroulés autour d'elle comme une enfant prise en faute. Élise, sa voix s'est brisée. Je ne savais pas que tu te sentais comme ça. Je pensais que tu aimais aider. Non, tu ne le pensais pas, ai-je dit sans méchanceté. Tu n'y as pas pensé du tout. Aucun de vous. Damien a posé une main sur l'épaule de Manon. Pour une fois, il n'a rien dit. Peut-être qu'il était enfin à court d'arguments. J'espère que ta grossesse sera saine, ai-je ajouté. J'espère que tes enfants seront heureux, mais je ne serai plus leur tati à plein temps. Si vous voulez être dans ma vie, ça doit être différent. Ça doit être égal. Manon a hoché la tête, les larmes coulant. Je comprends. Je n'étais pas sûr qu'elle le fasse, mais ce n'était plus mon travail de le lui faire comprendre. Ils sont partis par la même porte que nos parents avaient utilisée. La galerie a poussé un soupir collectif. Tante Hélène est apparue à mes côtés, passant un bras autour de mes épaules. Ça va? Je crois. J'ai laissé échapper un rire tremblant. Je viens de rembarrer toute ma famille en public à mon propre vernissage. Tu l'as fait, et tu as été magnifique. Marc s'est approché, me tendant un verre de champagne frais. Pour ce que ça vaut, je fais ça depuis 20 ans. Je n'ai jamais vu un vernissage comme celui-ci. C'est bien ou c'est mal? Il a souri. Disons simplement que tout le monde ici se souviendra de ton nom. Et ça, Élise Dubois, c'est exactement ce dont un artiste a besoin. J'ai regardé mes photographies, ma galerie, ma nouvelle vie. Pour une fois, je ne me sentais pas invisible. Au moment où la galerie a fermé ce soir-là, j'avais vendu 8 des 15 photographies. 8 pièces, 14 000 € de vente totale. 8 400 € me reviendraient, 60%, comme le promettait le contrat. Marc m'a tendu le récapitulatif des transactions de la soirée alors que le dernier invité partait. Pas mal pour un vernissage, surtout un avec un drame familial inattendu. J'ai fixé les chiffres. 8 400 €, plus que ce que j'avais gagné en 3 mois de travail de comptabilité à temps partiel. Madame Pélissier veut commander une œuvre, a poursuivi Marc. Elle a une résidence secondaire dans l'Estérel. Elle veut que tu photographies la côte. Une commande. Les collectionneurs privés travaillent souvent comme ça. Elle a aimé ton œil. Elle veut voir ce que tu fais avec son paysage. Il m'a tendu une carte de visite. Le contact de son assistante. Appelle-les la semaine prochaine. J'ai soigneusement rangé la carte dans ma pochette, à côté de ma copie du contrat de la galerie. La journaliste du magazine, a ajouté Marc, a dit qu'elle avait assez de matière pour un article de fond. Ils envisagent de te mettre en couverture le mois prochain. En couverture d'un vrai magazine, avec mon nom et mon visage et mon histoire. Tante Hélène m'a aidé à ramener les photographies invendues dans ma chambre au-dessus du café cette nuit-là. 7 pièces attendant encore les bons acheteurs, mais 7 c'était mieux que 15. 7 signifiait que les gens avaient vu de la valeur dans ce que j'avais créé. J'ai posé le chèque sur mon bureau, le premier chèque que j'ai jamais reçu pour mon art, et je l'ai photographié, pas pour le poster ou que ce soit, juste pour me souvenir. Payable à Élise Dubois, 8 400 €. Preuve. Preuve physique que je n'étais pas rien, que je n'avais jamais été rien du tout. 2 mois plus tard, ma nouvelle vie avait un rythme. Je me réveillais à 5 heures, regardais le soleil se lever sur la Méditerranée depuis ma fenêtre, et j'ouvrais la tasse en céramique à 6 heures. Service du matin jusqu'à midi, servant du café, discutant avec les habitués, apprenant les noms des locaux qui me reconnaissaient maintenant comme la nièce d'Hélène, la photographe. Les après-midi appartenaient à mon travail. J'avais loué un petit studio à 3 rue du Café, juste assez grand pour mon matériel de retouche et une station d'impression. L'exposition de la galerie était terminée, mais Marc avait déjà programmé une autre exposition pour le printemps. Cette fois, une série intitulée Frontières. Des photographies de bord, de seuil, des espaces entre l'appartenance et la solitude. Cela semblait juste. L'article du magazine est sorti en octobre. Mon visage en couverture du magazine Azur Prestige à côté du titre, l'artiste qui a appris à se voir. L'article racontait mon histoire, édité, bien sûr, avec des noms changés pour protéger les innocents et les coupables. Mais la vérité était là. L'invisibilité,
le point de rupture, le choix. Des gens m'ont contacté. Des femmes qui avaient été l'aide de la famille, la personne fiable, celle que tout le monde oubliait de remercier. Leurs messages ont rempli ma boîte de réception comme un cœur de reconnaissance. Je pensais être la seule. Vous m'avez donné la permission de partir. Merci de m'avoir montré que c'est possible. Ma famille m'a contacté aussi. Finalement. Manon a envoyé un texto après la naissance du bébé, une fille nommée Charlotte. Elle a envoyé une photo. J'ai envoyé des félicitations et une carte cadeau. Rien de plus. Ma mère a appelé une fois. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal demandant si j'avais fini avec mon caprice. Je l'ai supprimé. Mais mon père m'a surprise. Son email est arrivé un mardi soir, 3 phrases. Élise, j'ai vu le magazine. Je suis fier de toi. Celui-là, je l'ai gardé. Aujourd'hui, je suis assise dans mon studio, regardant la Méditerranée. L'appareil photo Canon que j'ai acheté chez ce prêteur sur gage est toujours sur mon étagère, plus vieux maintenant, abîmé mais fonctionnant toujours. À côté se trouve un modèle plus récent, que j'ai acheté avec l'argent que j'ai gagné grâce à mon article. Les deux appareils comptent. L'un m'a rappelé de voir, l'autre prouve que les gens m'ont vu en retour. Ma deuxième exposition ouvre le mois prochain. Frontières. 15 nouvelles photographies, chacune explorant les limites de la connexion, où la famille se termine et où le soi commence, où l'obligation se transforme en exploitation, où l'amour devient tout autre chose. Je pense que c'est peut-être mon meilleur travail à ce jour. Tante Hélène passe tous les matins avec du café et des commentaires. Marc me donne des nouvelles hebdomadaires sur les collectionneurs et les opportunités. Les habitués de la tasse en céramique ont commencé à demander la table de la photographe près de la fenêtre où je retouche parfois des photos entre les clients. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas célèbre, mais je suis vu. Et c'est suffisant. Quant à ma famille, nous existons maintenant dans une nouvelle configuration. Carte de Noël, SMS d'anniversaire, des nouvelles occasionnelles des enfants. Courtois, distant, plus sain qu'avant. Je ne suis pas retourné à Lyon. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais seulement en tant que visiteuse, jamais en tant qu'aide. L'autre jour, en regardant de vieilles photos, j'en ai trouvé une que j'avais prise il y a des années. Un autoportrait pris dans le miroir de mon appartement de Lyon, à l'époque où j'étais encore invisible. La femme sur cette photo avait l'air fatiguée, vaincue, comme si elle attendait la permission d'exister. Je l'ai supprimée. Cette femme n'existe plus. À sa place se trouve quelqu'un qui prend de la place, qui crée de belles choses, qui dit non quand elle pense non et oui seulement quand elle le choisit. Quelqu'un qui s'est enfin laissé voir. C'est la véritable histoire, pas une vengeance, pas un triomphe, juste la liberté. D'un point de vue psychologique, l'histoire d'Élise illustre ce qu'on appelle la parentification, lorsqu'un enfant, souvent l'aîné, assume des responsabilités d'adulte sans reconnaissance ni réciprocité. Elle occupait également le rôle du bouc émissaire, le membre de la famille dont les besoins sont constamment dépriorisés, tandis qu'un enfant chéri, Manon, reçoit une attention et des ressources infinies. Voici ce que je veux que vous reteniez de ceci. Établir des limites n'est pas une trahison. Ce n'est pas un abandon. C'est la reconnaissance que vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide et que les gens qui vous aiment vraiment ne vous le demanderont pas. Si vous êtes dans une situation comme celle d'Élise, rappelez-vous que votre valeur ne se mesure pas à votre utilité pour les autres. Elle est inhérente. Elle a toujours été là. Et parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire n'est pas de riposter. C'est de partir. Construire quelque chose à vous. Laissez votre vie parler plus fort que n'importe quel argument ne le pourrait jamais. Vous le méritez. Nous le méritons tous.